Bonjour tout le monde. Vous pouvez venir plus près, hein. Bon. Bon. On fait ça un peu avec les étudiants aussi des fois. Oui, venez plus près, on ne va pas vous manger. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc, je suis Jérôme Saliba et je suis responsable du département cursus bachelor à l'ENTPE, en fait en charge de l'organisation, de la coordination, du pilotage de cette formation. Alors cette formation, elle s'appelle Transition écologique et territoire. En introduction, vous verrez un petit macaron en bas à gauche, petit macaron vert, qui signifie que cette formation a été accréditée par le ministère de l'Enseignement supérieur, valant grade de licence. Ce qui n'est pas un détail, notamment pour ceux qui seraient intéressés pour des sujets de poursuite d'études ou d'équivalence interdiplôme. Donc transition écologique et territoire. Hop. Voilà. Ben, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi finalement le sujet? Si vous êtes intéressé de venir, c'est pour quelle raison? Alors la transition écologique, bon, on peut la définir de plein de façons. Là, une proposition de définition. Mais finalement, la transition écologique, c'est s'obliger à changer l'ordre des choses. Et probablement la hiérarchisation entre ce qui peuvent être les aspects financiers et l'impact environnemental. C'est passer d'un état d'équilibre à un autre. Et pour passer d'un état d'équilibre à un autre, eh ben, il faut bien changer ses habitudes. D'où le propos de la transition. Et écologique, écologique c'est quoi? C'est tous les sujets liés, donc les conséquences du changement climatique, l'utilisation des ressources, l'érosion de la biodiversité, voilà, c'est l'ensemble de tous ces champs-là. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que je pense que le sujet est largement évoqué dans l'actualité. Mais c'est pour nous un sujet important. Je précise que cette école est école du ministère de la Transition écologique. Donc c'est un sujet pour nous qui est un sujet central et pas depuis peu. Voilà. Donc, travailler la transition écologique des territoires, ça peut être plein de choses. Ça peut être les rendre plus résilients, c'est-à-dire résistants, résister à l'effet du changement climatique, les îlots de chaleur, les sujets aussi de conservation des masses d'eau, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi proposer des solutions de mobilité qui soient originales et innovantes, qui permettent d'économiser du CO2. Enfin, c'est plein de choses. Derrière ça, il y a plein de métiers, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'acteurs privés, publics, et on va les retrouver tout à l'heure. Et la transition écologique, c'est finalement, il y a deux pans. Il y a un premier pan on peut agir sur quoi? On peut déjà agir sur les causes. Les causes, pas uniquement, mais prioritairement, c'est l'émission des gaz à effet de serre. En France, je dis en France parce que ce n'est pas tout à fait le cas en Europe, pour d'autres raisons, mais en France, les domaines du bâtiment et des transports sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et il s'avère que cette école, du ministère de la Transition écologique, dispose de 5 laboratoires, parmi lesquels nous avons 2 laboratoires sur le champ transport et un laboratoire qui est sur le champ bâtiment. Donc ce sont des domaines, je vais dire, d'excellence de l'ENTPE et qui sont des domaines impactants, qui impactent la transition écologique. Mais on peut aussi agir sur la transition écologique par les effets de cette transition écologique. Et il s'avère que dans cette école, nous avons également une expertise sur les sujets de l'eau. Agir sur les effets sur l'eau dans un milieu particulier qu'est la ville. Les sujets de conservation de la quantité d'eau, eau superficielle, eau souterraine, d'où le cycle. Et bien sûr, toutes les problématiques connexes que vont être les sujets de renaturation. Vous avez peut-être entendu parler de ces objectifs de ramener de la nature en ville. Mais également de désimperméabilisation. On parle aujourd'hui de la cité éponge, donc imperméabiliser les eaux plutôt que de les laisser ruisseler. Donc des problématiques qui sont extrêmement modernes, complètement d'actualité, et qui sont une partie de l'avenir de la plupart d'entre vous. Donc cette transition écologique des territoires, finalement, c'est pour accéder à quoi? Quel métier? Qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière? Alors notre proposition, nous, est de travailler sur trois grands métiers. Un premier métier qui serait des métiers de chargé d'études
Chargé d'études, c'est-à-dire vous allez être spécialisé dans un domaine, par exemple la rénovation thermique énergétique d'un bâtiment, et vous allez avoir des dossiers différents et des propositions à faire sur ce champ-là. Le second métier, chargé d'opération. Chargé d'opération, c'est une fonction qui est un peu différente. Ça consiste à suivre un projet du début à la fin. Ça peut être un projet de réhabilitation, un projet de construction ou autre. Ou un projet d'aménagement urbain, par exemple. Un troisième métier, c'est le métier de la gestion. La gestion du patrimoine, la gestion du service, la gestion de l'exploitation. Gestion du patrimoine, je précise, qui est un sujet finalement, ça paraît peut-être pas, mais fortement lié à la transition écologique, en tous les cas à notre actualité, puisqu'aujourd'hui, l'avenir, c'est plus de construire, c'est plutôt de maintenir. Parce que maintenir, c'est moins de carbone, et puis accessoirement, c'est un peu moins cher. Et ce, dans les secteurs publics et privés. Une particularité de l'école, vous le verrez tout à l'heure, est que le NTE dispose d'un excellent réseau d'employeurs privés comme d'employeurs publics, de l'échelon national à l'échelon local. Voilà, donc vous voyez ces métiers, chargé d'études, chargé d'opérations, gestionnaire de patrimoine, et ça vous permettra d'exercer dans toute la vie du service, dans toute la vie de l'ouvrage, de sa conception à sa réalisation jusqu'à son exploitation et sa maintenance. Voilà les débouchés. Donc les employeurs finalement qui nous font confiance. Donc là-dedans, il y a un petit peu en vrac des employeurs qui ont soutenu le bachelor lorsque nous les avons contactés au moment de concevoir cette formation, mais également les employeurs qui nous ont proposé des stages et des offres d'apprentissage par la suite. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de noter ce que je vous disais tout à l'heure, cette diversité entre les employeurs publics-privés à des échelles différentes, des services de l'État, le métropole Grand Lyon, si je m'intéresse aux employeurs publics, mais côté employeurs privés, ça peut être Vinci Construction, comme des bureaux d'études comme Aegis, Artelia, Alterea, et également des entreprises de transport, Transdev, Keolis, SNCF. Donc, des employeurs qui aujourd'hui ont fait état sont en train de transformer l'essai, j'allais dire, entre les besoins qui avaient été exprimés au moment de la conception et aujourd'hui, on est face au fait accompli. Ils nous proposent des stages et des apprentissages. Alors sur les contenus, donc transition écologique et territoire. Le territoire, on peut l'aborder par plein de sujets différents. Mais une approche assez commune est de dire que le territoire, c'est un ensemble, un espace dans lequel les gens vivent, consomment, se déplacent. Et que finalement, les trois grands champs qui vont permettre de comprendre comment fonctionne et quelles sont les dynamiques du territoire, quels sont ses enjeux, parce que réaliser un aménagement, on ne le réalise pas pour rien, on le réalise parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un intérêt, à travers trois grands objets. Le premier objet, ça va être l'aménagement, donc les sujets comme l'urbanisme, la sociologie, les paysages, l'intégration. Le deuxième objet, ça va être l'environnement, les risques naturels, risques technologiques, les pollutions, les nuisances. Et troisième objet, les mobilités. Les mobilités, comment les gens se déplacent, à partir de quels moyens. Et donc, derrière tout ça, ces objets-là, donc ces sujets-là et cette approche du territoire, elle est toujours faite en gardant à l'esprit le sujet de transition écologique. Donc, par exemple, sur les mobilités, améliorer ce qu'on appelle les modes doux. Limiter finalement le transport individuel et favoriser un transport plus collectif, que ce soit via covoiturage ou transport en commun. Hop là. Donc là, on était sur la première partie, le territoire. Le territoire, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans? Voilà, c'est trois grandes bulles, aménagement, environnement, mobilité, pardon. Et finalement, la transition écologique, on va la travailler par cette approche du territoire, mais également
par les spécialités qui sont proposées. 4 spécialités. Bâtiment, avec les champs de la rénovation thermique énergétique et la conduite d'opération. Les infrastructures, pour le dire simplement, bêtement, les routes, les ouvrages d'art et les aménagements urbains. Donc c'est vraiment le domaine de la conception, de la construction qui se rapproche fortement du génie civil. Les transports, systèmes de transport et services de mobilité. Alors là, c'est un ensemble de métiers. Je pense qu'à votre âge, vous n'avez pas encore bien idée de ce qu'il peut y avoir derrière, mais il y a des métiers passionnants. Et peut-être, je laisserai le micro tout à l'heure à Victor pour qu'il témoigne de sa propre expérience sur la découverte du domaine des transports. Et une quatrième spécialité, cycle de l'eau en milieu urbain. C'est quoi? C'est travailler sur et favoriser le cycle entre les eaux superficielles, souterraines, et la mise à disposition de ces flux d'eau, de ces masses d'eau, pour notre consommation, mais également réduction des inondations. Donc voilà, tout ce sujet-là, avec en filigrane les sujets d'actualité que sont la renaturation et la gestion et la résilience vis-à-vis des îlots de chaleur. Vous avez déjà entendu parler des îlots de chaleur, ça vous parle? Oui, non? Bon, en fait, simplement, au droit d'une ville, entre le périurbain et l'urbain, on mesure, ça c'est pas de la modélisation, c'est pas un fantasme, on mesure des augmentations de température qui peuvent aller jusqu'à plus 6, plus 7 degrés. Donc on imagine que dans un système qui dérive avec ce changement climatique, si on rajoute 6 ou 7 degrés dans les espaces dans lesquels il y a le plus de monde, eh ben, ça peut finir par très très mal se passer. Donc la question aujourd'hui de l'aménagement dans les villes, il est de savoir comment est-ce qu'on lutte contre cette augmentation de température qu'on appelle un îlot de chaleur. Alors là, on est sur les contenus, donc la formation. La formation, c'est en première année un tronc commun. Un tronc commun pendant lequel vous êtes étudiant. Vous passez 8 demi-journées à l'école par semaine, vous êtes étudiant. C'est donc une formation de tronc commun, et voyez, on retrouve les champs liés au territoire, les mobilités, l'aménagement, l'écologie, l'environnement, mais également bien sûr les sciences pour l'ingénieur, mathématiques, physique, géotechnique, hydrologie, et également le sujet numérique, qui est un sujet important, donc on vous apprend à manipuler des flots de données et pour pouvoir les analyser et les exploiter. Projet professionnel, bien sûr, avec deux... Eh bien... Hop. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Même pas peur. Hop. Voilà, on y est. Oui, donc je disais, donc transition numérique, les sujets numériques. Et puis, chose importante pour nous, c'est l'approche par projet. Donc chaque semestre, vous avez un projet, dont d'ailleurs vous avez le résultat du projet de premier semestre. Là, vous avez peut-être vu 2 maquettes à l'entrée, à côté du bureau où il y a, sur les sujets de recherche, qui est le résultat, en fait, l'aboutissement du premier projet qu'ont réalisé nos étudiants. Donc premier semestre, première année. À partir de la seconde année, double changement. Vous n'êtes plus étudiant, vous êtes apprenti. Je laisserai le micro à M. Olivier Noël, qui est responsable professionnalisation apprentissage, qui vous en dira plus. Donc vous rentrez en alternance en entreprise. Et ce faisant, vous choisissez une spécialité parmi, je vais revenir en arrière, voilà, parmi les 4 spécialités que vous avez là. Bien sûr, le choix de spécialité étant lié au choix que vous ferez sur votre placement d'apprentissage. Maintenant, sur les aspects recrutement, parce que je pense que pour celles et ceux d'entre vous qui sont en terminale, l'actualité, c'est aussi un peu Parcoursup. Donc, qui recrutons-nous? Nous recrutons sur des terminales STI 2D. Pas d'exigence sur l'option STI 2D. AC, EE, SIN, bon.
On recrute également des jeunes sortant de bac général avec soit la spécialité mathématiques, soit ayant fait maths complémentaires en option. Autrement dit, on demande à ce que les mathématiques aient été poursuivies jusqu'en terminale. La seconde option est laissée complètement au libre choix du jeune. Ça peut être maths physique, maths SVT, maths SES. Donc ça nous donne finalement une complémentarité dans les profils, entre des profils STI 2D qui vont être beaucoup plus intéressés par l'approche projet, et en tous les cas beaucoup plus affûtés sur l'approche projet, et des bacs généraux qui vont être a priori, qui vont avoir une fibre plus académique. Mais voilà, le but, et c'est un peu l'idée de cette formation, enfin l'idée, le fil conducteur de cette formation, c'est d'avoir des complémentarités entre des jeunes qui ont des approches plus inductives, plus dans le faire, et du faire, je vais au comprendre, mais également mélange entre des employeurs privés, des employeurs publics. Voilà, on souhaite avoir c'est aussi un espace de discussion, une formation. C'est pas qu'un temps de formation. Et pour pouvoir justement assurer cette complémentarité entre les profils et profiter de la complémentarité entre profils, sont mis en place des dispositifs d'accompagnement à la réussite, c'est-à-dire des éléments de cours en fait en complément qu'on vous donne. 2 premières semaines sont des semaines d'harmonisation avec des cours d'harmonisation parce qu'il est certain qu'en STU 2D, vous n'avez pas eu le même programme qu'en mathématiques, en spécialité maths générale, mais également en SVT, sciences de la vie de la Terre, pardon, en français, en anglais. Également des cours de soutien qui sont mis en place. Et puis une chose intéressante qui permet d'ailleurs le contact avec nos élèves ingénieurs, le tutorat interélève qui est délivré par les élèves ingénieurs en mathématiques, physique et anglais. Et je le précise de façon bien sûr gratuite. C'est l'école qui le met en place pour vous, sur la base du volontariat. Voilà, donc sur les profils recherchés, et puis maintenant peut-être parler de l'apprentissage. Si vous voulez bien, ensuite, dès qu'on aura fini, on prendra un temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, bonjour ou rebonjour pour ceux avec qui j'ai discuté précédemment. Donc, je suis responsable de la professionnalisation et de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, pour ceux qui ne connaissent pas, donc 5 bonnes raisons d'aller vers l'apprentissage. Comme on peut le voir, c'est une formation gratuite, forcément. En plus, vous allez être rémunéré puisque c'est un contrat avec un employeur, public ou privé. On va voir le type de rémunération dans la diapo suivante. Apprendre en pratiquant, c'est-à-dire c'est vraiment enrichissant parce que quand vous allez aller en entreprise ou chez un employeur, vous allez voir vraiment à quoi correspondent les besoins de la formation, et quand vous allez revenir, surtout, vous allez avoir beaucoup plus de questions, ça va être interactif, les cours vont devenir interactifs. En plus, la moitié des enseignants, ils seront issus du monde socio-économique, donc vos futurs employeurs éventuels. Alors, il y a quand même un petit inconvénient, si on peut dire que c'est un inconvénient, c'est-à-dire que du coup, vous n'êtes plus étudiant, donc les congés, ça sera les congés du monde professionnel. C'est-à-dire ce que vous aurez, ce qu'on a eu toute notre vie, donc il y aura moins de congés. En quelque sorte, cet apprentissage, ça va être un peu comme un contrat entre 3 partenaires, c'est-à-dire l'apprenti, peut-être vous, l'entreprise et l'école. C'est-à-dire le temps en entreprise va aussi compter dans votre formation. Alors là, on peut voir les rémunérations. Donc, vous voyez que ça dépend première année, deuxième année d'apprentissage. Et ensuite, ça dépend aussi beaucoup de l'âge. Donc, ça démarre, c'est un pourcentage du SMIC. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, vu la distance. Mais bon, alors c'est jamais assez, forcément. Alors, il y a quand même quelques obligations pour l'apprentissage. Comme vous pouvez le voir, donc vous êtes tenu d'assister aux cours pendant les périodes où vous reviendrez à l'école, puisque vous êtes en contrat avec une entreprise, donc il y a une obligation de présence. C'est les employeurs d'ailleurs qui nous demandent
les feuilles de présence pour vérifier que vous êtes bien sur votre lieu de travail. Vous êtes tenu de vous présenter aux épreuves quand il y en aura pour passer votre diplôme. Sachant qu'en dernière année, alors on le verra dans le calendrier d'apprentissage, vous avez beaucoup plus de temps en entreprise puisque vous allez produire un mémoire technique sur un projet en entreprise. Donc un vrai travail, mémoire et soutenance, comme dans une licence d'ailleurs. Alors l'accompagnement, ce qu'on a mis en place pour ça. Donc dès le mois de septembre, donc là vous êtes étudiant, la première année, vous avez le statut étudiant, vous arrivez, on va vous faire découvrir les 4 spécialités qui viennent d'être présentées. Alors comment on va faire? On va aller dans des entreprises, chez des employeurs, on va visiter, ils vont venir aussi présenter les métiers dans ces différentes spécialités. Comme ça vous allez vous faire une idée, voir là où vous avez une appétence particulière. Il y a des forums, des tables rondes. Il y a un stage au mois de février de 4 semaines d'immersion, d'observation. Ça va vous permettre de vérifier que vous avez fait le bon choix. Si vous avez choisi par exemple bâtiment, que ça correspond. Ça permet aussi à votre futur employeur éventuellement de vous tester, de voir si le courant passe. Parce qu'après, il va signer un contrat d'apprentissage pendant 2 ans. Bon, si jamais vous pouvez vous réorienter à la sortie sur une autre spécialité, il y aura aussi un forum d'apprentissage vers la fin mai pour éventuellement aller vers une autre spécialité, autre entreprise. Voilà une idée du calendrier d'apprentissage qui va démarrer en septembre de l'année prochaine, donc pour la 2e et 3e année. Alors en bleu, c'est le temps passé à l'école, et en rose à peu près, quoi. C'est le temps passé en entreprise. On voit qu'au début, c'est plutôt 1 tiers en entreprise, 2 tiers à l'école, et progressivement, ça s'inverse. Vous voyez qu'en fin de 2e année, vous êtes beaucoup plus souvent en entreprise. En rouge, je pense que c'est la période réservée aux éventuels rattrapages. Et en vert, le... En fait, c'est la période dans le cadre du contrat d'apprentissage. Vous m'entendez? Oui. Dans le cadre du contrat d'apprentissage qui doit se faire entre les mois de juillet et août pour la 2e et la 3e année. Et nous sommes arrivés au bout de la présentation pour vous laisser le temps des questions. Et questions à nous ou à Victor? Je ne sais pas, Victor, vous voulez... Alors, bonjour ou rebonjour. Je me présente et puis après on pourra faire les questions. Donc je m'appelle Victor, je suis en première année au bachelor de l'école. J'ai fait avant un bac SI2D, spécialité architecture et construction. Et puis j'ai choisi l'information parce que les domaines, les thématiques que je traitais en SI2D, donc le bâtiment principalement, et la transition écologique, c'est ce qui m'intéressait pour faire mon choix dans la formation. Et assez naturellement, en fait, je me suis tourné vers l'école, qui est vraiment très engagée, on va dire, dans la transition écologique pour les étudiants et pour les formations. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, une fois que je suis arrivé, j'avais en tête l'envie de me spécialiser dans le bâtiment. Et grâce aux cours qu'on a eus et aux visites en entreprise, je me suis totalement désintéressé du bâtiment pour aller vers les transports. Voilà, mais j'étais vraiment dans ma tête, c'était le bâtiment et rien d'autre. Mais bon, finalement, je suis plus attiré par les transports. Tout ça pour dire que on vous fait vraiment découvrir les différents débouchés, différents domaines, et suffisamment pour vous faire une vraie idée de si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre.
N'hésitez surtout pas. Oui. Droit de pas en avoir. Oui. C'est vrai, on a peut-être été particulièrement clair. Oui. Donc la question c'est sur le rythme en fait, hein, hebdomadaire. Les cours c'est 8h30, midi et quart, 1h30, 17h15 tous les jours. Sauf 2 demi-journées qui sont vaquées, une demi-journée le jeudi après-midi pour le sport, parce que c'est important, et une seconde demi-journée qui est alors vaquée sans l'être réellement, c'est une demi-journée que l'on réserve pour les examens et les soutenances, mais qui est souvent libre. Enfin voilà, donc c'est bien 8 demi-journées par semaine de cours. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir des têtes trop pleines, il faut qu'elles soient bien pleines, mais surtout bien faites. Donc voilà. Laquelle? Oui, il y a bien le cycle de l'eau en milieu urbain. C'est une erreur, alors il faut que je regarde ça. Cycle de l'eau en milieu urbain en spécialité seconde et troisième année, tout à fait. Oui. Est-ce que je vous amène le... Bonjour, c'est une petite question sur le recrutement. C'est uniquement par Parcoursup et le dossier Parcoursup ou il y a également ensuite un entretien, un oral Alors la procédure de recrutement. Effectivement, donc une première analyse du dossier Parcoursup avec réunion de la commission d'examen des vœux qui détermine un seuil d'admissibilité. Et si vous êtes donc admissible, vous serez convoqué à un entretien, qui est un entretien plutôt de positionnement, hein, qui n'est pas un entretien sur votre niveau. On ne va pas vous faire une colle de maths ou de physique, hein, c'est pas ça. C'est un entretien pour vérifier votre motivation et puis surtout votre capacité à apprendre à l'école et chez l'employeur. C'est pas facile, hein, l'alternance. C'est une voie quand même qui est une voie d'excellence, hein, une voie qui vous engage beaucoup. Donc vérifiez que vous soyez vraiment intéressé par l'alternance et prêt à le faire. Voilà. Et une fois cet entretien réalisé, eh bien, nous établissons un classement qui permet ensuite que Parcoursup vous appelle. Non. Alors non, attendez, non, oui, Parcoursup est totalement gratuit. Ah oui, non, mais ça c'est le prix c'est pas Parcoursup que vous payez, c'est l'INSA que vous payez. Non, parce que madame me dit qu'il faut payer. En fait, voilà, c'est pas Parcoursup qui est payant, c'est l'école qui vous fait payer l'examen d'entrée. C'est un peu différent. Donc, nous sommes école publique. Donc, les frais d'inscription en première année sont de 100. Enfin, l'an dernier, hein, Michel, 170 euros. Peut-être que. Mieux vaut un qui sait que 10 qui cherchent. Donc Parcoursup, bien sûr, c'est gratuit, hein. Et donc, une fois que vous intégrez l'école, donc c'est 170 euros de frais d'inscription, c'est ce que demande le ministère de l'Enseignement supérieur, en sachant que les boursiers sont exonérés de ces frais d'inscription. Et vous devez par contre contribuer à la CVEC, c'est la contribution vie étudiante enfin, du CROUS, ouais, du campus. Ça, c'est une obligation de payer ça au niveau du CROUS. Mais si vous êtes boursier, vous pouvez récupérer cette somme qui a été versée. Donc c'est 170 euros l'année dernière pour les frais d'inscription et 98 ou après 100 euros à la CVEC. Et après, il n'y a plus rien. Il y a juste le crayon et le petit calepin ou l'ordinateur. Voilà. Et en seconde année, c'est gratuit puisque c'est l'entreprise qui règle les coûts de formation. C'est le dispositif d'alternance. Ouais. Victor, vous faites quoi en entreprise comme métier? Alors, je ne suis pas encore en entreprise parce que
la formation est nouvelle, elle a été créée l'année dernière. Donc, je suis en première année et on n'a aujourd'hui aucun deuxième et troisième année. Donc je ne peux pas te répondre précisément. Et encore moins parce que j'ai même pas commencé mon stage de première année, que je commence lundi. Donc le timing est un peu serré, mais bon, voilà. Donc je ne peux pas vraiment répondre à la question, mais... D'art, je sais pas, vous m'entendiez? Oui, je disais infrastructure, c'est route, ouvrage d'art, aménagement urbain. Donc on est quand même dans les domaines de la réalisation, de la conception de la réalisation, voilà, de la réalisation. Les transports, c'est plutôt l'analyse des données et la modélisation numérique, la planification. On va voir le bâtiment, les métiers sont ceux de la conduite d'opération, donc porter le projet de réhabilitation ou de construction du début à la fin, ainsi que la rénovation thermique et énergétique. Et le quatrième domaine, un cycle de l'eau en milieu urbain, c'est vraiment gestion des eaux superficielles souterraines, tant d'un point de vue de la quantité, quantitatif, que de leur qualité, de la pollution. Les possibilités qui vont s'offrir aux élèves pour continuer après le bachelor? Vous estimez qu'il y a potentiellement un raccrochage possible aux écoles d'ingénieurs? Voilà, donc sur les poursuites d'études. Alors, je précise quand même que ce bachelor a été construit suite à une enquête faite auprès d'employeurs, de nombreux employeurs, et que le besoin exprimé était un besoin de recrutement de jeunes gens sortant d'un bac+3. Pour autant, on sait bien comment ça se passe. À titre personnel, avec Monsieur Noël, pour avoir piloté des formations à l'époque de licence pro dans le sud de la France, on sait bien qu'entre 20 et 40% de la promotion va poursuivre des études, en école ou en master. Donc les poursuites d'études seront bien sûr tout à fait possibles, notamment du fait que le bachelor soit accrédité valant grade de licence. Donc on ne pourra pas imposer à quiconque le fait, enfin voilà, c'est une équivalence licence. Et après voilà, poursuite d'études, ça se fera, je vous le dis de suite, dans des dispositifs en alternance. Quand on commence dans l'alternance, on continue dans l'alternance, on ne revient pas en cycle continu. Ça, c'est une certitude. Et voilà, donc après, oui, école d'ingé ou... Alors, ça ne se fera pas à l'ENTPE, je dis de suite si la question venait, parce que l'ENTPE n'a pas le cycle ingénieur à l'ENTPE n'est pas en alternance. Nous n'avons pas de cycle en alternance à l'ENTPE. Ça pourra quand même être à l'ENTPE via des... Je ne rentre pas trop dans le détail, mais via des masters qui sont proposés à l'ENTPE, qui eux sont en alternance. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail de ces masters? Rentrer dans le détail, alors oui et non. Ce qui est un peu compliqué, c'est que tous les ans, on a des masters qui s'ouvrent en alternance. Là, cette année, on a un master qui s'appelle TURP, dans le détail, transport urbain de personnes, dans le domaine des transports, qui s'ouvre en alternance, donc qui sera une poursuite d'études possibles pour ceux qui auront pris la spécialité transport. Je me tourne vers Victor du coup. Voilà, donc la plupart des formations
Aujourd'hui, la plupart des écoles et la plupart des formations de l'ENTPE visent à s'ouvrir en alternance. Donc vous arrivez là cette année 2024. Je pense que l'offre d'alternance à l'ENTPE va largement s'élargir. Alors, à l'ENTPE ailleurs, mais déjà aujourd'hui, l'offre de poursuite d'études en apprentissage, après vous pouvez faire l'exercice vous-même, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, surtout pas. Mais l'offre de poursuite d'études d'école en alternance, d'école d'ingénieur ou de master, elle est absolument pléthorique, dans tous les domaines. En bâtiment, en GC. Alors transport, il y a peu de formations en fait, hein. C'est justement un domaine qui souffre un peu d'avoir des formations ciblées. Et puis bien sûr, hydraulique, hydrologie, hydrogéologie, là il y a tout ce que vous pouvez rêver. Mais faites l'exercice, regardez sur Internet les formations en alternance, si ça doit vous rassurer. Mais gardez bien en tête que si vous venez chez nous, si vous voulez poursuivre, ce sera en alternance. Voilà. Celui qui vous dit le contraire, il vous ment. Oui. Par rapport aux spécialités bâtiment ou infrastructure, c'est quoi les points communs et les différences avec le double cursus architecte et ingénieur concernant les matières? Alors, le double cursus architecte, vous parlez du double cursus architecte-ingénieur, pas ingénieur-architecte. Architecte-ingénieur. Donc vous rentrez en école d'architecture et vous venez faire un double cursus ici. Ingénieur-architecte. Vous êtes ingénieur ici. Alors, dans les matières, les points communs. Alors, infrastructure, il n'y a pas de point commun, parce que double cursus architecte-ingénieur, il n'y a pas de sujet sur les infrastructures. Ouvrage d'art, route, aménagement urbain, c'est pas le sujet. Dans le bâtiment, oui, vous avez beaucoup de points communs, ne serait-ce que tous les métiers de la conduite d'opération. Si vous voulez, une équipe de travail, en bureau d'études, en bureau d'architecture, dans une collectivité, elle est faite de différentes personnes. Des gens qui vont avoir des profils plutôt Bac plus 5, d'autres qui vont avoir un profil plutôt Bac plus 3. Donc c'est un ensemble d'équipes. Alors forcément, on a tous les sujets de la conception du bâtiment, de la thermique du bâtiment, son enveloppe, ce qu'on ne va pas retrouver nous dans la formation, ça va être l'aspect, je dirais, un petit côté beaux-arts, quoi, qu'on peut retrouver en école d'architecture, qui est, je précise, une spécialité française, où les écoles d'architecture sont sous tutelle du ministère de la Culture. Donc, je dis ça parce que dans tous les autres pays européens et mondiaux, l'architecte est avant tout ingénieur. Donc voilà, ce que vous allez retrouver, ce sont tous ces métiers-là de la conduite d'opération et de la connaissance du projet, avec peut-être, je vais oser le dire, je pense, une meilleure connaissance de l'intégration du projet dans son environnement par cette formation-là, notamment si je compare le L3 architecture avec ce bachelor. Après, ce sont deux métiers différents, architecte et technicien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, à peu près. Mais gardez en tête que c'est très très différent. Déjà, le mode d'intégration est très différent. Vous rentrez à l'ENTPE pour faire le double cursus ingénieur-archi, il faut avoir fait subspé. Donc dans l'approche, si vous voulez, c'est d'un point de vue académique monter très très rapidement. Parce que maths sup, maths spé, c'est très difficile. Pour en utiliser qu'une partie d'ailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, il y a possibilité de passer par des voies qui vous donnent un petit peu plus de temps. Des bachelors, réintégrer une première année d'école, repartir ensuite, changer d'avis. Enfin, vous avez aujourd'hui, si ça doit vous rassurer quelque part, beaucoup de moyens d'accomplir votre projet professionnel en prenant plus de temps. Voilà. Encore une fois, via des bachelors, voyez aussi les validations d'acquis par l'expérience. Je parlais tout à l'heure avec vous, il y a une loi qui est sortie en janvier qui est en train de révolutionner ce qu'on appelle la VAE. Et il y a un projet aujourd'hui sur l'espace lyonnais, entre les 4 grandes écoles lyonnaises, c'est-à-dire nous, Mines Saint-Étienne, INSA et École centrale de Lyon,
de travailler sur des profils de jeunes gens qui sortiraient avec un bac+3, qui auraient 3, 4, 5, 6 années d'expérience et qui, par une valorisation des acquis par l'expérience, réintégreraient une 3e année de l'école d'ingénieur. Donc aujourd'hui, le paysage de la formation est en train de complètement, et je vous conseille d'être très attentif à ça, le paysage de la formation est en train d'être complètement révolutionné avec une attention particulière que porte l'État sur la valorisation de l'expérience et la formation professionnelle. J'étais un peu long, mais comme c'est un peu compliqué en ce moment, il faut prendre un peu le temps de l'expliquer. J'avais une question par rapport à la différence entre quelqu'un qui va sortir de votre école d'ingénieur après 5 ans et quelqu'un qui va sortir après 3 ans dans le bachelor. Concrètement, ils ont quoi comme différence, les deux? L'un est ingénieur, l'autre est technicien supérieur. Donc ils vont probablement travailler ensemble. Ce qu'ils vont faire, en fait, la question que vous posez, c'est sur les compétences macro. La différence fondamentale entre, puisque ça vous intéresse, c'est quelque chose qui s'appelle le cadre européen de certification, qui donne justement, vous avez peut-être entendu parler diplôme de niveau 6, de niveau 7, c'est ça. Et en fait, quand on lit précisément les compétences acquises, la différence entre le niveau 6 et le niveau 7, donc bac+5, bac+3, elle est liée à la dimension stratégique et à la compréhension stratégique de la situation. Pour autant, un jeune homme, une jeune fille qui sort d'un diplôme de bac+3, il doit être capable d'analyser des situations complexes dans des contextes particuliers, doit être capable d'encadrer du monde. Donc il y a cette dimension de cadre intermédiaire qui va aussi manager du monde. Mais je vous conseille de lire le cadre européen de certification, ça va vous donner une idée des objectifs de compétences que sont les nôtres et la différence entre un bac+3 et un bac+5. Mais il y en a bien sûr une. Évident. Si c'est bon pour tout le monde? Oui? Bon, merci beaucoup d'être venu. Et bonne fin de journée. Et puis à tout de suite, si vous avez des questions, on est là.